Bon, bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de commencer, je tiens juste à vous signaler aussi que la réunion de ce soir est filmée. Voilà. Alors, lors de la campagne municipale, nous avons pris un engagement qui était clair, et c'était celui de la transparence. Un engagement simple en apparence, mais qui malgré tout est très exigeant. Et nous avons décidé de le respecter pleinement, ce qui est normal. Dès le lendemain de notre élection, avec mon équipe, nous sommes mis au travail. Ça a été assez compliqué car il n'y a pas eu de transition, il n'y a pas eu d'accompagnement. L'équipe sortante n'a pas voulu transmettre. C'est un choix qui est regrettable, que l'on regrette, mais bon, ça n'a pas facilité la prise de fonction, c'est un fait. Malgré tout, on avait à nos côtés des agents municipaux qui, eux, étaient pleinement impliqués. Avec leur professionnalisme, ils nous ont accompagnés avec surtout une seule envie, c'est d'être au service de l'intérêt général. Alors très vite, nous avons dit que nous allions de surprise en surprise. Je l'avais dit notamment le soir de l'investiture. La réalité que nous avons découverte était très loin de ce que nous pensions. Le lundi 23 mars, en entrant dans la mairie, dans votre mairie, dans la maison commune, nous avons découvert des armoires vides, des placards vides, des dossiers vides. Mais pas une note, pas un dossier, même pas un post-it. Alors, pourtant, si on a voulu effacer les traces, toutes les traces n'ont pas été effacées. La réalité, elle, a été difficile à supprimer. La situation de notre commune, elle, ne l'a pas été. Une situation que certains se sont efforcés à dissimuler pendant des années, à travers des bulletins municipaux, les conseils municipaux également. On vous a présenté une situation totalement lissée. Même lorsqu'il y avait des élus qui prenaient la parole en alertant sur la situation financière, on les accusait de vouloir vous faire peur. Même lors de la campagne, pendant la réunion publique, ils ont publié un tableau financier. Ce tableau financier laissait à penser que ce que nous vous disions était totalement illusoire. Malheureusement, cette réalité, nous avons commencé à vous la révéler à travers un document que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres. Et ce soir, nous souhaitions aller plus loin dans la transparence, sans détour, sans maquillage, sans faux semblants, vous présenter l'état réel des finances de la ville, corriger ce qui a été déformé et rétablir la vérité. Parce qu'on vous doit la vérité. Et parce que cette vérité nous permettra de construire ensemble la suite pour notre commune. Donc cette réunion est aussi la vôtre. Donc elle doit être un moment d'échange, un moment de clarification et de transparence. Donc il y aura un temps pour poser également vos questions. Ça, on y tient énormément. Alors ce soir, c'est surtout Benoît Drouet qui va vous parler, donc qui est l'adjoint en finance et qui va vous présenter la situation financière de la commune. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Benoît Drouet, adjoint en finance, ressources humaines et administration générale. Donc ce soir, on va parler des comptes arrêtés 2025 et vous présenter différents indicateurs et tout en restant sur une pédagogie pour bien comprendre comment fonctionnent les finances publiques. Du coup, voilà le déroulé du programme avec moi. Donc les étapes du vote du budget, le compte administratif 2025. Donc le compte administratif 2025 a été arrêté par le Trésor, mais le Trésor a un bug et du coup, pour qu'il passe au conseil municipal, on les attend. Les chiffres des dernières années, les signaux d'alerte, nos engagements, la décision fiscale, vos questions et une conclusion de Monsieur le maire. Donc pour commencer, si on se retrouve aujourd'hui 8 avril réunion publique, ce qui peut paraître un peu rapide après cette élection, qui était il n'y a pas si longtemps déjà, c'est parce que le calendrier légal imposé est contraint. Donc la semaine prochaine, nous aurons un conseil municipal où sera présenté le débat d'orientation budgétaire.
le 28 avril le vote du budget en conseil municipal, parce que nous devons rendre le budget le 30 avril au service de l'État. Voilà le pourquoi du comment. Donc, en ce qui concerne les comptes de 2025, contrairement à ce qui a été présenté durant la campagne, ils sont moins réjouissants. Donc, on va commencer par comment fonctionne un budget communal. Donc, il y a deux budgets, un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Donc, dans le budget de fonctionnement, il est divisé en deux parties, les recettes, les impôts locaux, les dotations de l'État, les reversements, les recettes de services, équipements culturels, domaines publics, etc. Les dépenses de fonctionnement, les charges de personnel, les charges de gestion, énergie, contrats, fournitures, les charges financières, les intérêts des emprunts contractés. Et tout ça est censé dégager un autofinancement brut ou épargne brute qui vient nourrir le budget d'investissement, qui lui aussi est composé de différentes recettes, à savoir l'autofinancement, ce que dégage le fonctionnement, les dotations des générales d'équipement, donc les subventions, les emprunts, dans le cas où il y a des grands projets, les subventions et les autres subventions. Et du coup, il y a aussi, en face de ça, les dépenses, les travaux d'équipement, routes, entretien, remboursement du capital. Petite information importante qui va nous intéresser ici, c'est que la règle, c'est que l'autofinancement brut doit à minima être 0 ou supérieur à l'amortissement du capital de l'emprunt. Donc le compte administratif, les recettes de fonctionnement stables depuis 2024, 8 258 000 euros. Les dépenses de fonctionnement en légère hausse de 1,8% à 7 562 000 euros. L'épargne brute, c'est-à-dire ce que dégage le compte administratif pour nourrir la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, qui vient nourrir le budget d'investissement, et du coup l'encours de dette qui est à 8 559 000 au 31 décembre 2025. On va faire un petit point sur l'évolution de l'épargne nette. L'épargne nette, c'est l'épargne brute moins l'amortissement du capital. Donc, est-ce qu'on est capable de payer nos dettes ou pas? Donc en 2023, la commune dégageait plus 316 865 pour le budget d'investissement, après avoir remboursé sa dette. En 2024, premier signal, c'était moins 12 422. Et là, en 2025, on est à moins 39 923. Ça veut dire qu'il manque 40 000 euros pour rembourser l'amortissement du capital à la fin 2025. Et parallèlement à ça, il y a un autre indicateur qui s'appelle le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est globalement le livret A, les sous qu'on a de côté, qui permettent d'autofinancer les investissements. Donc en 2022, il était de 2 839 000 euros, et en 2025, 570 836. Donc en plus des emprunts, il y a 2,2 millions d'euros des réserves qui ont été consommées en 3 ans. Là où ça pose un problème, ce fonds de roulement, c'est que c'est la trésorerie. Et ça représente à peine un mois de fonctionnement de la municipalité. On pourrait penser qu'une collectivité, ça n'a pas de notion de trésorerie, mais comme tout à chacun, il y en a une. Les dotations n'arrivent pas à date régulière, etc. On ne paye pas tout au même moment, etc. Je pense que vous comprenez assez bien la notion. Donc, on va faire un petit retour dans le passé. Reprenons la dette. Donc, en 2021, elle était de 5,7 millions. Elle a bondi de 3 millions en 2022 pour le financement de la fin de la route du Boulard, la rue Bourgeoise, le parking du Rambono, etc., tout ce projet boursin. Elle recommence à redescendre en 2023 et remonte progressivement en 2024 et 2025 pour la rénovation des prairiales. Donc, c'est en 2022, un emprunt de 3 500 000 euros a été contracté, et en 2024, un emprunt de 1 950 000. Ce qui représente, si on regarde les moyennes de la strate en la dette, donc en 2021, on était à 1017 euros par habitant contre 776 en moyenne de la strate.
Et là, en 2025, on a vendu on devait rembourser la dette par chaque habitant, il faudrait que chaque habitant débourse 1 535 euros, soit 518 euros de plus. Alors qu'on voit que la moyenne de la strate, elle, a tendance à se contracter. Donc l'épargne brute. Donc c'est ce qu'on a expliqué, c'est ce qu'on dégage comme marge dans le budget de fonctionnement qui va vers l'investissement. Donc on voit qu'en 2021, la commune dégageait 1,21 million d'euros. Quand on commence le grand projet, ça se dégrade. Ensuite, la situation s'améliore. Et ensuite, elle se redégrade à nouveau. Du coup, le seuil des 10%, c'est le taux d'épargne brute qui est déterminé par rapport entre l'épargne brute d'une collectivité et ses recettes réelles de fonctionnement. Ce taux d'épargne brute permet d'analyser la santé financière d'une collectivité locale. Autre point qui a déjà été évoqué à notre réunion publique, c'est la capacité de désendettement. Le seuil d'alerte est de 12 ans. 2022, il a été franchi. 2023, ça se redresse. 2024, on le savait, il était au-dessus de 12 ans. Et 2025, à nouveau. Donc là, on commence à montrer des signaux rouge, à la Cour des comptes régionale, à la préfecture. Donc, ce qui nous a été présenté en dessous de 12 ans pendant la campagne n'était pas vrai. Du coup, là, on en vient un peu à tout ce qu'on s'est dit et on le représente. On arrive à un moment qui s'appelle l'effet ciseau. C'est quand le capital remboursé dépasse l'épargne brute. Donc on le voit, même graphique. 2021, situation confortable. 2022, on commence à l'épargne brute commence à se rapprocher du capital remboursé. Et 2023 vient croiser ces deux courbes viennent se croiser. Et du coup, on a une épargne nette qui devient négative. Donc ça veut dire que la commune ne peut plus rembourser sa dette par ses propres ressources. Et comme on l'a vu, le fonds de roulement a servi à financer, en plus de l'emprunt, les prêts réels et l'investissement courant de la commune. Donc les signaux d'alerte. 3 indicateurs, une seule conclusion. L'épargne nette est de moins presque 40 000 euros, négatif 2 années de suite. Le seuil de 12 ans a été refranchi une 3e fois, donc 2 années de suite, ce qui expose à un risque de mise sous tutelle. La mise sous tutelle, on ne décide pas. Ils arrivent, ils voient ce qu'ils veulent couvrir, on augmente à fond, et l'important c'est de redégager de la marge. Et on n'est plus tout à fait libre de nos décisions. Le fonds de roulement qui est quasi épuisé, qui donc était à 2 800 000 en 2022, et a été quasiment intégralement consommé, soit à savoir de 2,2 millions d'euros. La Chambre des comptes, on en a parlé tout à l'heure. Parallèlement à ça, vient s'ajouter le contexte. Donc, le dernier fait en date international, c'est la guerre en Iran et ce fameux détroit d'Ormuz qui est bloqué. Et comme vous tous, vous l'avez vu sur les prix à la pompe. Et du coup, quand même une grosse inquiétude sur les perspectives du temps que ça va durer et de l'impact que ça va avoir sur les biens manufacturés à court, moyen, long terme. Donc, la guerre commerciale avec les États-Unis, les droits de douane et ce spectacle. Et du coup, effet direct pour la commune, renchérissement des fluides, des matières premières, etc., sur les perspectives du budget. Plus de ça, quand on était en train de faire le budget, on a reçu un petit courrier de l'État, donc l'État 1259M, faut dire son petit nom, qui nous annonce que l'État se désengage de moins 166 000 euros sur la compensation des locaux industriels. Donc moins 166 000, en plus du gel de toutes les autres dotations, à part la taxe foncière. Autre point, les charges imposées, glissement vieillesse technicité, hausse mécanique et incompressible de la masse salariale. En LFI 2026, loi de finances, 2026, une hausse des cotisations patronales
et une revalorisation du point d'indice de la fonction publique, une décision nationale. On est dans une situation où on n'arrive pas à payer sa dette, et en plus de ça, il y a une multitude de facteurs, à la fois de l'État et à la fois du contexte, qui viennent se percuter à cette situation. Une commune avec un budget sain, une situation saine, pourrait absorber ce choc. Mais là, impossible. Le carré n'est jamais rentré dans le rond. Donc nos engagements, les scénarios. On aurait pu présenter un budget insincère, baisser artificiellement les charges et devoir faire des délibérations modificatives à chaque sujet, essayer de maquiller des comptes. On se les refusait. Option B, ne pas augmenter les impôts. On a cherché toutes les solutions pour tenir notre promesse. Le risque que nous avons pris de vous dire que nous n'allons pas augmenter les impôts, mais c'était au risque du service public de se poser la question de la continuité du service public, la région scolaire, est-ce que là on laisse ouvert la pergola, est-ce que l'école de musique, est-ce que. Et ça, nous l'avons refusé. Et du coup, en envoyant ce budget qui aurait été déficitaire, d'avoir une saisie immédiate de la préfecture. Sur mon bureau, quand je suis arrivé, il y avait le projet de l'ancienne municipalité, qui, elle, prévoyait une hausse à minima de 8 points de la taxe foncière. Ça n'a jamais été évoqué durant la campagne, pas un mot, mais c'était prêt. C'était sur le bureau, ça aurait été passé en conseil municipal sans vous en informer. Nous, on pense que compte tenu du contexte, ça aurait été une hausse injustifiée, qui ne serait pas en rupture avec la gestion passée, qui aurait eu trop de conséquences compte tenu de ce qui se passe et des incertitudes économiques. Donc nous l'avons refusé. Donc ce qui était prévu, on en revient, 8 points. Ce qui n'est pas possible, 0 points. Ce que nous choisissons, 4,9 points, qui de toute façon est une décision nécessaire. Du fait des lois successives, dont vous avez entendu parler, il n'y a qu'un seul levier pour lever de l'impôt pour une collectivité, une commune, c'est la taxe foncière. C'est injuste, mais c'est l'État qui a choisi. Cela permettrait de renflouer le budget les recettes de fonctionnement de 462 000 € de recettes supplémentaires. Elles seraient fléchées vers le remboursement de la dette, oui, c'est un héritage, et la reconstitution de l'épargne et l'entretien du patrimoine existant. Ce que nous engageons à faire, une transparence financière permanente. On ne va pas faire des réunions tous les 3 mois, mais une fois par an, vous tenir compte, vous rendre compte de l'action et de l'état des finances publiques. Mise en concurrence de tous les contrats, c'est une obligation légale. Nous ferons le point au fur et à mesure, à chaque échéance de contrat. L'entretien du patrimoine commun sera notre priorité. On entretient ce qu'on a avant de penser à construire de nouvelles choses. Un plan pluriannuel d'investissement est en train d'être établi, un inventaire de toutes les petites choses qui ont été laissées de côté et nos propositions de campagne, aussi modestes soient-elles, le projet de la végétalisation des cours d'école, la fin de la bêche de la maison à Pont-de-Bois et bien sûr la réouverture de la rue Drouet. On est aussi en train de travailler sur le périmètre d'un audit complet, financier, organisationnel, un état des charges de coûts, on travailler des tableaux et des outils transverses pour que tous les services puissent avoir la même information, qu'on avance ensemble mieux et qu'on gère mieux les deniers publics. Et bien sûr, il sera inscrit au budget investissement le budget participatif de 35 000 € que nous avons évoqué. Donc la décision fiscale, 4,9 points, 462 000 € de recettes supplémentaires, ce qui donne une variation du taux de la base
communal du taux de la taxe foncière de 11,4%. Tout ça, moi, ces chiffres, c'est pas les nôtres, c'est notre héritage. On doit faire avec, on va avancer avec ça, on va rembourser cette dette, on va trouver des solutions aussi pour retrouver des marges de gestion, etc., etc., pour entretenir ce patrimoine et fonctionner différemment. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas une décision arbitraire, c'est que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix parce que si nous ne le faisons pas, c'est la préfecture qui arriverait à l'arme hurlante pour nous dire « stop, c'est fini, on s'occupe de tout, on prend en main les choses ». Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir. En avril, ne te découvre pas d'un fil qu'on dit. Non, mais je vous en prie, oui. C'est le rhume des foins. Cette augmentation que vous nous présentez là, vous l'inscrivez sur un plan de combien d'années? Du coup, l'idée, c'est comme je l'expliquais, de jouer sur d'autres leviers. Donc, d'avoir ce premier levier qui est immédiat et nécessaire. Il y a un autre levier qui va être la dette. Parce que de la manière dont elle est construite avec ces emprunts courts, il y a un mur jusqu'à 2032, donc de quasiment 1 million d'euros par an à rembourser. Et après 2032, ça s'effondre parce qu'il y a une succession d'emprunts qui sont liquidés et qui, ça devient plus que 400 000 euros. Donc ce qu'on est en train de travailler, c'est aussi de lisser et retrouver de la marge à cet endroit-là. On a des perspectives aussi en marge de gestion, etc., 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 en réorganisation organisationnelle, etc., remise en concurrence des contrats. Après, si le baril s'envole à $300, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas que vous dire, mais en tout cas, le but, c'est une vision à long terme. Et donc, on va déployer un PPI de l'entretien du patrimoine sur 6 ans. Donc, on se pose la question des urgences, ce qui est nécessaire pour la sécurité, etc., 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 et de tous les soins qui sont en train d'être déployés, etc. Donc, l'idée, c'est de se dire, on en est là maintenant, et on se projette sur une vision à 6 ans. Donc, ce qu'on a fait là cette année, c'est de présenter un budget primitif qui reprend en 2 semaines. Je suis désolé, on n'a pas eu le temps d'aller regarder ligne par ligne. Donc, ce qui reprend globalement la gestion passée, les grandes masses passées. Et dès que ce budget primitif sera présenté, on va travailler avec l'équipe et les autres adjoints sur un budget supplémentaire qui, là, détaillera plus et avec des perspectives d'avenir. Je ne veux pas abuser du temps de parole. Je vous en prie. Vous avez déjà pu mesurer l'impact sur des projets qui sont plus ou moins en cours là, je pense à la piscine, oui, par exemple. Alors la piscine, c'est ça. Ouais. La piscine, c'est l'intercommunalité. D'accord, entièrement. Mais par contre, ça peut permettre de payer le PFLI pour débloquer la rue de Rouet, par exemple. Bonjour, j'ai une question concernant quelque chose que je n'ai pas compris. La compensation des locaux industriels, on a une perte nette et de 166 000 euros puisqu'il y a un désengagement de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la compensation des locaux industriels, c'est l'ancienne taxe pro qui a été abandonnée. Et du coup, l'État s'était engagé à dire on fiche cette somme et on vous la reverse. Un peu comme ce qui a été fait sur la taxe d'habitation. Vous touchiez 100, du coup maintenant vous aurez 100 tous les ans et on ne vous les revalorise pas. C'était censé être inscrit dans le marbre, mais l'État a dit dans la LFI qu'il faisait 2,7 milliards d'économies sur les collectivités. Et donc c'est tombé sur ceux qui avaient des locaux industriels, dont Épernon, qui a un bassin industriel. Et du coup c'était 19,3% de cette ligne, mais plafonné à hauteur de 2% du budget. D'où ces 166 000 euros. Paye un impôt foncier qui revient à l'intercommunalité, la CFE, qui est ensuite, pareil,
Ça a été figé dans le marbre au moment des intercos. Donc pour Épernon, c'est un peu plus de 3 millions. Et du coup, qui n'évolue pas avec l'inflation. Et du coup, c'est l'interco qui récupère cette somme et qui redistribue après. Oui, bonsoir à tous. Donc, Dominique Bonnet, je suis conseiller municipal de l'opposition. Je vais le dire en plaisantant, même si c'est pas du tout rigolo. Je fais partie de ceux qui vous ont tout caché jusqu'à présent. J'étais dans l'équipe municipale précédente avec Monsieur Bellhomme. Donc, je me permets de repréciser, je m'en excuse par avance, de repréciser certaines choses parce que c'était quand même très à charge votre intervention. Il y a des éléments qui étaient un petit peu quand même, si je puis dire, discutables. Vous nous avez dit que nous avions une certaine opacité. Je suis désolé, c'est public. Tous les conseils municipaux sont filmés. Vous trouvez sur le site internet les différents budgets primitifs, notamment le 2025, qui précisent tous les éléments que vous avez mentionnés. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Enfin, tout est public. Et vous le saviez fort bien. Vous aviez en plus, vos colistiers faisaient partie de l'opposition municipale et ont alerté, comme vous l'avez très bien précisé, sur ce sujet-là. Et les informations, je suis désolé, vous ne les découvrez pas du tout aujourd'hui. La situation, elle était connue. Donc, je tenais à le préciser. Attendez, je me permettrai, je vais repréciser certaines choses, parce que manifestement, vous n'avez pas tous les éléments. Donc, si je peux me permettre de terminer. Juste pour information, je vais être très rapide. Vous nous aviez dit également qu'il y a 15 ans de surplace fiscale. Je le confirme, il y a une décision qui n'a pas été prise par nous, même par les équipes précédentes, c'était de maintenir, de ne pas avoir une augmentation des impôts locaux. Donc ça fait je vous laisse le confirmer, je crois que ça fait une quinzaine d'années que les impôts locaux n'ont pas été augmentés. Et ça, c'était une décision de notre part. Je peux même vous confirmer qu'il y a eu un moment où on l'a abordé, c'était en 2023. Mais enfin, pour vous rappeler, je pense que vous vous souvenez malheureusement de la crise de l'énergie, vos factures électricité notamment et gaz ont fortement augmenté et il y a eu une décision de l'équipe municipale de ne pas augmenter les impôts à ce moment-là. On ne voulait pas surcharger les familles par rapport à déjà les augmentations qu'elles connaissaient d'électricité. Non, c'est pas du... Monsieur, je suis désolé, je reprécise certaines choses. Concernant l'héritage, donc l'investissement, oui, les chiffres sont exacts, hein, il y a eu 8 556 000 € de mémoire de dette. Vous avez précisé certains équipements, hein, je vous parlais par exemple du pôle sportif, de la résidence portuaire. Oui, mais j'explique un petit peu la situation comme vous l'avez fait, donc je me permets de compléter. Voilà différents éléments. Après, excusez-moi, j'en ai pas longtemps, mais je peux répondre. Oui, mais je vais expliquer le contexte et après on va arriver. Pas de souci, messieurs, dames. Je vous en... Je réexplique simplement la situation. Ah. Est-ce que j'ai dit... Non. Alors, ce qui est marrant, vous parliez de la date de 2023, c'est justement la première note d'alerte qui a été envoyée à la commune pour dire qu'il fallait faire quelque chose et que vous l'ayez droit dans le mur. Bon. Non, mais il faut que vous ayez connaissance du sujet, monsieur. Il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas, je vais être très rapide. Est-ce que vous me laissez m'exprimer, s'il vous plaît? Vous ne le souhaitez pas? J'en suis désolé. Je voulais vous préciser également des chiffres, en fait. Il y a des chiffres qui évoluent beaucoup, et encore ce soir, on l'a découvert. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que j'ai compris les chiffres, mais enfin, néanmoins, on a tout entendu. On a entendu, vous étiez peut-être là à la première réunion publique au pressoir de la liste qui s'appelait Épernon au cœur, où il a été annoncé un endettement de 43 ans. Fabuleux. 3 semaines après, vous êtes passé à 12 ans. Tant mieux, ça a été divisé par 3. C'est vos informations. Et ce soir, on passe à 11. Donc, encore, ça bouge énormément. Non, mais je vous explique simplement pour que vous ayez les éléments. Alors, si vous voulez d'autres chiffres, si on n'avait rien fait, on serait passé à 17 ans et on aurait fait une épargne nette à moins 200 000 €. Vous voulez Non, c'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis simplement, c'est qu'on n'arrive plus à suivre vos chiffres. Voilà, j'en suis désolé. Parce que je voulais vous préciser, et je vais abréger parce que je vois qu'il y a plein de questions et c'est tant mieux. Voilà, donc l'augmentation, très évidemment, et vous l'avez vu sur votre bureau, c'était pas 8%, et 8 points, pardon, c'était 4, 6, 8, les différentes hypothèses qui ont été étudiées. Voilà, pour information, je tenais à la préciser. Voilà, j'abuse pas de votre temps de parole, je suis désolé si j'ai déjà été trop long pour vous. Merci. Merci. Bah, écoutez, c'est marrant de réécrire l'histoire, c'est toujours facile après. Bonsoir. Moi, je veux juste répondre à vous, monsieur, qui avait parlé auparavant. Vous parlez d'augmentation d'impôts locaux. Ça fait 8 ans que je suis à Épernon. Je n'ai jamais payé d'impôts locaux, donc on ne risque pas de les augmenter, étant donné qu'il n'y en avait plus. Non, impôts locaux.
Vous parlez d'impôts locaux, monsieur. On ne peut pas les augmenter étant donné qu'on ne les paye pas. Il y a la taxe foncière, je viens, pour les propriétaires. Ouais. Est-ce qu'on peut rester dans le périmètre où je réponds aux questions Donc et vous réglez êtes en vos train comptes dehors de... parce Vous êtes que en, ça, et ça je me pense qu'il est gêne un aux petit peu entournures. trop tard pour dialoguer sur le passé. Il aurait fallu le faire avant. Déjà. Je pense que maintenant, la Palace, elle a été reprise. Ils font leur devoir comme ils peuvent. Je pense qu'il est un petit peu trop tard pour se justifier maintenant. Voilà. Bon, alors effectivement, je vais peut-être parler un petit peu du futur en même temps. Bon, quel qu'en soit le motif, c'est vrai que de toute façon, dès qu'on parle d'augmentation d'impôts, c'est toujours un problème chatouilleux. Et quel que soit le motif pour lesquels on ne les a pas augmentés pendant toutes ces années, je me souviens quand même de mes mandats lorsque j'étais avec Michel Depré dans l'opposition, où il se battait tous les ans pour qu'on puisse augmenter gentiment, mais sûrement, les taux d'imposition pour avoir effectivement une marge de manœuvre et que ça constitue quelque chose dans la durée. Donc ma question, c'était ça aussi. Vous augmentez de 4,9 cette année, mais justement pour enclencher quelque chose pour l'avenir, est-ce que vous envisagez en bonne gestion de tous les ans augmenter un petit peu ce taux, comme ça peut se faire, de façon à avoir une marge de manœuvre qui se dégage au fur et à mesure? Alors, sur la taxe foncière, il y a une revalorisation de la base qui est faite aussi tous les ans. Là, cette année qui était de 0,8 points. Mais dans l'état actuel des choses, du fait de la situation, elle ne couvrait pas le besoin impérieux de la commune de payer ses dettes et de planifier l'avenir. Non, l'idée, c'est pas d'augmenter tous les ans. Bon, j'ai envie de vous dire, sur les LFI successives, l'État, les économies, etc., il y a le contexte qui est une incertitude, il y a ce qui va se passer en 2027 qui est une incertitude, il y a tout ça. Est-ce que l'État va continuer à se désengager des communes? J'espère pas, j'espère qu'à un moment ça va arrêter. Si on fige, si on enlève, et si... je parle d'Épernon, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres dans la situation. Après, ce que je disais à l'heure actuelle, ça fait 2 semaines qu'on est là, on n'a pas eu le temps d'aller regarder chaque ligne, etc. Le but, c'est de faire un audit, de la prospective, de se poser des questions et retrouver d'autres marges de manœuvre et de planifier, de s'organiser, et de ne pas être dans l'urgence, etc. Et ce qui, pour nous, cet engagement-là, nous semble une base, une trajectoire sur les 6 prochaines années. Ma question, c'était aussi pour avoir un sentiment de dédramatiser le fait qu'on augmente les impôts, ce qui n'est pas intervenu depuis des années. Et participer à l'impôt, c'est quand même un des principes du droit public. On participe au fonctionnement par les impôts. Donc je veux dire, même si un impôt augmente tous les ans, bon, bah voilà, on veut des services publics aussi. Oui, mais après, il y a 2 motivations qui ont guidé ce chiffre. C'est de se dire qu'il y a un contexte, que la taxe foncière, elle touche les propriétaires, mais si on la monte, elle va de facto finir par toucher des locataires. Vu le contexte sexuel, etc., ça aurait été indigne. Non, qui touchent les propriétaires et qui ensuite peuvent avoir un impact sur les locataires en effet de rouler-bouler, quoi. Enfin, mais c'est comme ça. C'est la loi, c'est l'État qui a décidé. Et voilà, donc du coup, cette hausse de 4,9 points, elle nous paraissait nécessaire, mesurée, et pouvoir de permettre de planifier et d'entretenir Épernon tout en couplant à d'autres mesures qui vont arriver sans détruire le service public, tout en maintenant cette attractivité de ville-centre d'Épernon et maintenir tous ces services qui sont la médiathèque, l'école de musique, qu'on puisse profiter du sport, etc., etc., etc. Justement, j'avais une question à ce sujet par rapport à l'augmentation d'impôts. Du coup, de ce que j'ai cru comprendre, ça ne va pas réussir à combler le manque qu'il y a dans les recettes. Si. Et enfin,
du coup, comme vous dites, il y a des mesures complémentaires qui vont venir et c'est vrai que je m'intéresse pas mal à ça. Alors du coup, ça part un peu par rapport à la taxe foncière qui augmente, mais quelles sont les mesures complémentaires, notamment, moi, je réfléchis bêtement, l'argent qui sort, donc les coûts de fonctionnement. Comment est-ce qu'on peut réduire les coûts de fonctionnement? Donc moi, j'avais pensé également à la piscine, parce que c'était un gros projet. C'est l'intercommunalité, c'est pas Mais sur même des choses toutes bêtes, les panneaux lumineux qui doivent coûter cher en électricité, en entretien, les choses dans ce genre. Ou alors je suis pas sûr que ce soit sur les panneaux lumineux, mais non, mais après c'est un exemple. C'est aussi l'idée de faire un diagnostic et de revenir vers vous avec un budget supplémentaire en automne, avec un diagnostic. Avec un diagnostic plus large. D'accord. Et par exemple, pour l'entretien du patrimoine, vous dites entretenir plutôt que de lancer des nouvelles infrastructures. Effectivement, je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous comptez candidater à de nombreuses offres européennes, territoriales? Est-ce qu'il y a des projets là-dessus? Tout à fait. Du coup, l'idée de cette construction de plan large, c'est aussi, il y a Cyril qui est délégué et son travail spécifique, ça va être en fonction des projets et de la planification, aussi lui, de dire dans ces temps-là, je peux activer sur ce point-là des subventions, l'Europe, les fonds verts, les choses, les machins, etc. En fait, c'est comme un rétro-planning, de savoir où est-ce qu'on va pour avancer sur les dossiers les plus urgents et là où on peut mobiliser des subventions. On l'a dit de toute façon, pas un projet sans plan de financement concret. D'accord. Ok. Merci, bonsoir à tous. Alors, on ne pourra pas m'accuser d'avoir voté les budgets de M. Bellhomme, puisque je ne les ai pas votés ces dernières années. Par contre, il y a des choses que vous ne précisez pas sur c'est quoi les propriétaires à Épernon, quelle est la situation du propriétaire immobilier à Épernon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en gros, vous avez 57,5% des Français, des ménages, qui sont propriétaires de leur logement. Le problème, c'est qu'à Épernon, nous ne sommes que environ 43%. Qui plus est, donc nous ne sommes que 43% de ménages à supporter ce problème financier que vous nous proposez. Est-ce que c'est juste et est-ce que c'est vivable? Non. Par ailleurs, les bailleurs sociaux, eux, qui possèdent des appartements, et il y en a pas loin on est autour de 900 aujourd'hui à Épernon, eux ne payent pas non plus la taxe foncière. Donc en réalité, quand vous nous présentez le fait que la solution, elle est avant tout chez les propriétaires, elle est avant tout sur à peu près 35, 37, 38% de la population sparnonienne, et vous nous annoncez que ça va durer. Donc vous êtes en train de nous présenter une équation qui est en réalité intenable, parce que le problème de fond d'Épernon, il est ailleurs. Le problème, c'est que nous avons trop peu de propriétaires qui payent la taxe foncière, parce que nous sommes trop peu de propriétaires à la payer, ça c'est une réalité par rapport à la moyenne nationale, donc ça c'est un problème structurel et de long terme qu'il faudrait travailler et que je n'ai jamais entendu évoquer dans aucune campagne municipale depuis des années. Et par ailleurs, nous avons développé, parce que notre ville a grandi au moment ça a grandi, a développé des projets très intéressants, c'est sûr, dont on a tous bénéficié jusque-là au cours des 30 Glorieuses, qui aujourd'hui sont très loin derrière nous. Donc en réalité, nous avons trop de services à Épernon que nous ne faisons pas payer assez cher, et en plus nous n'avons plus les gens suffisamment avec des épaules financières suffisantes pour payer les services au prix où il faudrait pour avoir un équilibre économique sain à Épernon. Voilà, alors je vous laisse avec cette réflexion et je voulais vraiment que les propriétaires Épernon et que les Sparnoniens aient conscience que les propriétaires, ce sont aussi ceux qui font vivre vos rues. Parce que les propriétaires, c'est ceux qui ont à charge de réparer leur façade. Moi, je préférerais qu'on paye un peu moins d'impôts fonciers et qu'on oblige un peu plus les propriétaires, par exemple, à repeindre leurs volets ou nettoyer leur façade, voyez. Et là, vous êtes en train de nous embarquer dans une histoire qui, en réalité, ne va pas résoudre notre problème. Tous les maires, il suffisait d'écouter encore notre président des maires de France ce matin qui va vous expliquer que, c'est pas l'augmentation de l'impôt qui fait le succès d'une économie qui retrouve le sourire. Ça, les choses se jouent ailleurs et elles se jouent dans des systèmes beaucoup plus complexes, dans une évolution des paradigmes complets que
vous n'avez pas préparé au cours de votre campagne. Je ne dis pas que l'autre liste les avait préparés non plus, mais la vérité, elle est quand même là. Donc ne nous faites pas croire qu'avec un simple impôt foncier, vous allez résoudre notre problème. On va se le taper tous les ans, et tous les ans, la question va se reposer, et tous les ans, vous allez nous harceler de plus en plus, et vous savez quoi, on va finir par partir. La vérité, c'est ça, parce qu'au bout d'un moment, on dira ce n'est plus possible. On est devenu la vache à lait d'une population entière. Donc voilà, je soumets à votre réflexion ça. Les solutions, il faut les chercher. Que les finances n'aillent pas bien, je l'ai dit pendant 6 ans en commission des finances, donc je découvre rien. Je ne crois pas une seule seconde que vous ayez découvert ces chiffres. Bruno les connaissait très bien, Bruno savait très bien la situation. Donc tout le monde était au courant. Moi, je suis très choquée que vous nous ayez annoncé droit dans les yeux et plusieurs fois que vous n'alliez pas augmenter l'impôt, pour nous dire, l'impôt foncier, pardon, pour nous dire 1 mois plus tard que vous l'augmentez, parce que, enfin, je veux dire, et qu'en plus, ça va résoudre le problème. C'est pas vrai. Mais... Alors, qu'il y ait 47% de propriétaires qui vivent dans leur maison plutôt que 53 sur la moyenne nationale, je suis désolé, j'y peux rien. Je suis désolé, il n'y reste qu'un levier. Je suis désolé de cette situation. Madame Charrier, vous étiez élue pendant 6 ans, vous en avez connaissance, vous découvrez pas non plus la situation. Mais monsieur... Attendez, laissez-moi parler, les questions sont longues, et le harcèlement, c'est pas mon truc, contrairement à ce que d'autres pensent. C'est gênant, la vérité est gênante. Non, la vérité n'est pas gênante. Moi, j'ai passé 6 ans à dire la vérité parce que j'étais dans l'opposition. J'ai passé 6 ans à ne pas mentir aux Sparnoniens. C'est tout. Donc moi, j'ai agi pendant 6 ans, d'autres ne l'ont pas fait. Vous avez des violons, qu'on me reproche pas, monsieur, de ne pas avoir agi pendant 6 ans parce que vous auriez pu vous présenter aussi. Je dis juste qu'il faut changer tous les paradigmes de fonctionnement de notre ville en profondeur et avec une stratégie sacrément costaud. Mais ouais, du coup, pourquoi vous l'avez pas fait et changer les paradigmes des bases fiscales. Je suis désolé, il y a un seul levier. Et là, en 2 semaines, de toute façon, moi, je vous le dis, sinon on fait rien, on taxe pas les propriétaires et vous voyez avec la préfecture et vous allez faire les comptes. On fait ça si vous voulez. Hein. Moi, ça me va, pas de souci. Je vous renvoie la partage chaude. Si c'est ça la solution, d'inventer un nouveau paradigme. Comment on invente un nouveau paradigme dans 2 semaines? La situation est arrivée au moment, il se trouve que ça se télécope avec la fin de campagne et le début d'un mandat, quand on a cramé 2,2 millions de la caisse, à quel moment, sans même pouvoir assumer la trésorerie, le moins imprévu. Il y a un moment, à quel moment on peut rien faire. Je suis d'accord que le paradigme est en train de changer, je suis d'accord que le monde est en train de changer, je suis d'accord sur plein de points avec vous, mais laissez les gens parler. Que va y avoir une réinvention pour les collectivités du fait du désengagement de l'État, du gel, etc., que tout repose sur les propriétaires. Mais je suis désolé, moi, qu'à Épernon, il y ait 47% des propriétaires contre 53% dans d'autres villes. Voilà, et les propriétaires qui louent, ils payent aussi quand même la taxe foncière, même si, d'accord, il y a des exceptions fiscales sur les propriétaires bailleurs, etc., de logements sociaux, mais quand même. Excusez-moi, Bonsoir, Jessica Garin. Je voulais juste apporter une information, c'est que là, on parle des locataires. En fait, à partir du moment où les impôts locaux ont été supprimés, ça c'est du national, ça n'a rien à voir avec la municipalité. Et par ailleurs, si les bailleurs sociaux ne payent pas pendant un certain nombre d'années, ne payent pas de taxes foncières, c'est aussi au niveau national et ça n'a rien à voir non plus avec les municipalités, ce n'est pas de la faute des municipalités. Et il faut savoir aussi que certains locataires, même beaucoup de locataires, payent de la cotisation foncière des entreprises, c'est-à-dire une taxe foncière qui est payée par des locataires parce qu'ils sont entrepreneurs. Et à partir du moment où ils ont même une micro-entreprise, ils payent cette cotisation. Donc il y a aussi du foncier, sauf que ce foncier va sur la communauté de communes et pas la municipalité. Donc encore une fois, ce n'est pas de la faute de la municipalité, mais c'est de la faute, c'est au niveau national. Voilà. Bon, alors, je suis la première à... J'ai mon opinion sur l'ancienne municipalité, j'ai mon opinion sur la nouvelle, peu importe. Le fait est qu'on est tous parnoniens et qu'il faudrait peut-être arrêter de se jeter la pierre pour dire à qui est la faute et que maintenant on regarde effectivement vers le futur.
Donc effectivement, critiquer d'où vient le problème, certes, mais l'idée c'est d'avoir des solutions. Donc par contre, je suis assez d'accord avec l'idée de faire participer peut-être un peu plus, pas forcément au niveau tarifaire, mais les infrastructures qu'on a. Je pense à la pergola notamment, qui est quand même fermée pas mal dans la semaine. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une pergola ouverte plus souvent, mais plus accessible à d'autres communes? Je ne sais pas, essayer de faire quelque chose de plus attractif pour les autres communes, histoire de faire rentrer plus de recettes, pas que sur les Sparnoniens, mais également sur une autre population. C'est vrai qu'on a des infrastructures assez grandes, et pourtant on est une municipalité avec une population vraiment raisonnable par rapport aux infrastructures énormes qu'on a. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de rendre ce pôle plus attractif, ou de travailler avec d'autres communes, essayer de faire des partenariats, des associations. Voilà. Bon, là, c'était une idée pour essayer de ressortir quelque chose de positif et de non accusant de tout ce discours qu'on a entendu. Voilà, ça pourrait être éventuellement une piste. Je ne sais pas si elle est pensée. Voilà. C'est dans les choses, mais il faut, comme je vous dis depuis tout à l'heure, on a été élu il y a 2 semaines, il faut quand même aussi prendre le temps de regarder de la distance et pas prendre des décisions sur tous ces petits sujets, de prendre le recul et de le voir de manière globale, quoi, sur les tarifs, les Sparnoniens, les non-Sparnoniens, les choses, les machins. On va tous s'y mettre, on va tous regarder ça, mais je ne peux pas vous annoncer aujourd'hui que la pergola, on va monter de temps et la... Je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a par exemple... les prairiales, il y a un tarif pour les gens de la communauté de communes qui est en partenariat avec la communauté de communes, des choses comme ça. Il y a plein de pistes à élaborer, mais c'est des temps de discussion. Moi, en fait, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre une autre taxe que la taxe foncière? Parce que c'est toujours souvent les propriétaires. Je ne suis pas propriétaire, hein, donc, mais c'est vrai que c'est souvent les propriétaires qui payent le plus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre une taxe pour tous les locataires également? Moins peut-être. Non, je vais avoir de la ruée dans franchement, je ne m'attendais pas à la question d'inventer une nouvelle taxe, parce qu'en France, on a plutôt tendance à dire qu'il y en a trop et que c'est le bazar. Non, mais après, on peut... alors ça, je ne m'attendais pas. Donc, il y avait ce qu'on appelait la taxe d'habitation qui était payée par tous les habitants, oui, qui a été supprimée par l'État, et qui est du coup reversée au montant et figée dans le temps, donc pas compensée par l'inflation. Et ça n'existe plus. C'était une réforme... il n'y a pas si longtemps, la petite dame, là, de créer des choses, enfin, pour pouvoir vous aider, parce qu'en fait, c'est pas que les propriétaires, comme on dit, on est tous Sparnoniens, en fait, il n'y a pas que les propriétaires qui doivent réparer. Oui, non, mais j'entends après. Moi, je suis adjoint en finance, pas à la culture, pas à tout ça. Le point est là, mais on a quand même dit dans notre campagne qu'on voulait faire des choses ensemble, de créer des choses ensemble. Il y a une commission extra-municipale, par exemple, qui se prépare sur l'avenir du parking des Vergers pour imaginer les choses ensemble et imaginer aussi budgéter et voir tout ça ensemble. C'est une première chose. Mais tout ça, ça va arriver. Enfin, mais inventer une nouvelle taxe, je pense que je ne suis pas sûr. Hein. Bon, par contre, refaire la rue qui est bloquée depuis des années, oui, ça c'est une priorité. Ça ferait remarcher la rue qui est bloquée depuis des années. Oui, bah, comme l'a dit Monsieur le maire, il reviendra peut-être dessus. Le PFLI a été appelé et ils se sont engagés à faire une réunion publique pour informer de la réalité de la situation et du calendrier. En tout cas, les appels d'offres des travaux sont lancés. Oui, je ne suis pas sparmonien, je suis habitant de Saint-Martin-de-Nigel et je vais vous dire quelque chose parce que d'une part, sachez que l'appel d'air que vous créez ici à Épernon est un appel d'air extrêmement intéressant. On le reçoit d'une façon véritablement heureuse parce qu'en fin de compte, il est grand temps d'avoir cet appel d'air et ça, on vous en félicite tous. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'entends toujours parler, moi, de la communauté de communes en disant « Ah, ben oui, mais ça, c'est le budget de la communauté de communes. » Ben, voyez-vous, il faudrait quand même que l'ancien conseiller d'opposition se rappelle qu'ils ont pris une délibération au nom de la commune d'Épernon, mais qui engage uniquement la commune d'Épernon à hauteur de 10% du montant des travaux concernant un projet de déviation.
Quand on sait effectivement l'importance de cette déviation, quand on voit ce que nous a raconté dernièrement le ministre des Transports, qui veut effectivement avec le département lancer la A154, et qui en fin de compte nous fait découvrir que pour financer cette autoroute A154 de Chartres, hein, entre autres, eh bien en fin de compte, ils font une modification de la voie entre Houdan et Dreux pour effectivement la créer en autoroute avec péage. Or, sachez qu'à partir de cette initiative-là, ben, nous aurons effectivement un trafic de poids lourds qui, bien sûr, ne veut pas s'engager sur l'autoroute, qui va bénéficier du tracé qui existe déjà entre Houdan et Coulon et qui va récupérer effectivement l'espèce de projet de déviation qui semblait avoir été ratifié par votre ancienne équipe municipale. Mais s'engager à hauteur de 10% de ces travaux, quand on en fait l'analyse, et je ne le ferai pas ici ce soir, ce n'est pas l'objectif, on se reverra peut-être à un autre moment, c'est des montants importants. Et ils ont effectivement pris une délibération en disant, mais nous, non, ah bon, on est d'accord, on votera 10% des travaux. Alors si vous voulez faire effectivement des économies, ben, vérifiez d'abord la réalité, l'acceptabilité de ce projet, parce qu'il va vous entraîner dans le mur, parce qu'effectivement, les travaux, par exemple, qui ont été réalisés à Nogent-le-Roi, la déviation, ce sont des travaux qui n'ont pas arrêté d'être multipliés par 2, par 3 au niveau des financements. Donc, on va retrouver le même processus avec celui-ci. Alors, calculez 10% de ce que ça fera. Donc, évitez de vous mettre une épine dans le pied pour effectivement maîtriser votre budget. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien, merci pour l'information. Je veux juste préciser aussi pour les 10%, effectivement ça a été voté précédemment, mais ça a été également voté sur la commune de Hanche. Voilà, il y a les 2 communes qui se sont engagées sur la déviation avec ces 10%. Voilà, juste une précision en plus. Alors, oui, bon. Oui, bonsoir. Donc, je voulais préciser que moi, je n'ai pas voté pour M. Bellhomme, mais j'ai voté pour M. Bourg. Et il le sait très bien, puisque nous avons parlé 2 fois ensemble. Donc, je voulais poser cette question-là. Les 11,4% d'augmentation de la taxe foncière, ça va être mis en œuvre à partir de quand? Puisque moi, j'ai déjà tout mon planning des impôts jusqu'à novembre prochain, et j'ai 93 € par mois pour un 3 pièces. Je trouve que c'est quand même déjà élevé, donc je suis très inquiète pour la suite. Du coup, la taxe foncière, c'est en octobre? Non, c'est tous les mois. Enfin, moi, je suis Ah oui, mensualisé, c'est tous les mois. Vous êtes Oui, mensualisé, d'accord. pardon, Ça fait 930 € sur l'année, oui. 93 € par mois, puisque c'est sur 10 mois. Au mois de novembre, on n'a presque plus rien. Excusez-moi, dans les 15 €, et en décembre, on n'a plus rien. Voilà. C'est sur, grosso modo, 10 mois. Donc, 93 €. Moi, je ne suis pas une personne riche, je suis retraitée. J'ai des crédits à payer, plus les charges fixes. C'est très dur chaque mois. Donc, j'ai très bien compris la situation des finances de la mairie et votre problématique, mais je voudrais savoir, est-ce que c'est bientôt, parce qu'il y a une immédiateté qui me semble là importante, est-ce que ça va être bientôt cette augmentation? Est-ce que ça va être en cours d'année? Non, ça sera sur la taxe foncière qui arrivera en octobre, donc ça aura un impact. Ça sera sur 2027 alors. Du coup, ça aura un impact sur vos mensualités. De 2027, à partir de 2027. Du coup, si vous êtes en mensualisé, oui. Une fois que vous aurez reçu l'avis d'imposition, oui, ils recalculeront. Et pour les gens que... Moi, je ne suis pas mensualisé sur la taxe foncière, donc je pense oui, que j'étais sur l'impôt. Je ne savais pas si on parlait d'impôt sur le revenu. Pour l'année, non, c'est 930 €, c'est pas pareil. Et du coup, ça sera... sur comment on va recalculer l'État sur vos mensualités, vos autres éventuels impôts. Je ne sais pas comment vous fonctionnez dans votre budget. Maintenant, une petite idée, par exemple, si vous faites un bal du 14 juillet, chose qui n'existe plus depuis plusieurs années, vous pouvez faire une entrée payante.
C'est des petits montants, mais enfin, ça peut faire. C'est Écoutez, une idée. Ça peut faire rentrer des sous. Je suis assez surpris que tout le monde veut faire payer des choses, j'en reviens pas. Mais écoutez, je laisserai le soin à l'adjoint à la culture de s'organiser là-dessus et de voir ça. Alors, la question posée par monsieur, et je réponds en même temps à la question d'Éric, savoir si, la commune peut se désengager des 10% sur la déviation. Et la question d'Éric, c'était, est-ce que moi, personnellement, je suis pour ou contre cette déviation? Cette déviation, ça fait un bail qu'on en parle à Épernon. Pardon? Ouais. Comme la piscine couverte. C'est quelque chose... Alors, moi, personnellement, la déviation, j'ai discuté avec des gens, rue du Prieuré, qui voient énormément de camions passer, etc. Et pour des raisons de sécurité, eux seront contents d'avoir cette déviation. Donc, pour la sécurité des gens qui habitent rue du Prieuré, pour la sécurité de nos enfants, personnellement, je suis pour aussi. Alors, effectivement, il y a un montant à payer, c'est 10%, c'est énorme, mais quel est le prix de la sécurité des habitants? Voilà. Moi, je répondrai avec cette question-là. Quel est le prix de la sécurité? Justement, par rapport au péage, il y avait un monsieur tout à l'heure qui a parlé, qui disait justement que les camions, pour ne pas le payer, ils vont contourner et rentrer dans la ville. Alors, effectivement, il y aura le péage, mais la déviation va les faire passer en dehors d'Épernon. Ça sera le but de cette déviation également. Normalement, ça va être aussi pour désengorger la rue du Prieuré, etc. Je ne connais pas le tracé. C'est le vice-président du département en charge des infrastructures routières, Stéphane Lemoine, qui est décisionnaire. Et donc, je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question si un tracé existe déjà et quel est ce tracé. Alors, et si ça va se faire, en tout cas, c'est, semble-t-il, l'engagement qui était annoncé ce matin dans l'Écho républicain de la part de Stéphane Lemoine. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le... Oui. Bonjour, moi je suis propriétaire et je paye la taxe foncière, mais j'ai une petite question du point de vue du conseil municipal. J'aimerais savoir combien de conseillers payent cette taxe foncière et sont propriétaires sur Épernon. Alors, on habite tous Épernon et levez la main ceux qui sont propriétaires à Épernon, comme ça au moins vous pouvez constater par vous-même qu'on va contribuer à l'impôt public. Je parle des conseillers. Hein. Des conseillers, oui, conseillers et adjoints, je suppose, c'est ça? Oui, bien sûr. Regardez, voilà. Non, mais moi j'aimerais savoir si c'est la majorité. A priori, là, à main levée, c'est la majorité, oui. C'est juste que ça me rassurerait que je ne suis pas toute seule à payer cette taxe foncière. Je crois que vous n'êtes pas toute seule, ne vous inquiétez pas. Hein, moi, oui, mais vraiment, c'est vous qui l'avez voté et ça, j'aimerais bien le savoir. Si ce vote est juste et que... Mais je crois que sur la liste, tout le monde ne la payait pas, hein, était propriétaire ailleurs, non? Non, mais vous êtes conseiller. Et moi, j'aimerais savoir si voilà, cette taxe est juste et que si une autre prise de décision chaque année sera prise sur la taxe foncière, que voilà, elle soit prise en compte par rapport à... La question, est-ce qu'une taxe est juste? Je pense que c'est une question philosophique auquel on ne va pas débattre pendant des heures. En tout cas, nous, on habite à Épernon et nous sommes propriétaires et nous payons, pas tous, il y a bien sûr, tout le monde n'est pas propriétaire et je crois qu'il y a des statistiques, il y a plus de locataires que de propriétaires à Épernon, j'en suis désolé, et tout le monde n'a pas, je ne sais pas quoi vous répondre à cette question. Non, mais j'aimerais juste savoir si en fait, voilà, la majorité des conseillers
et propriétaire et paye sa taxe. Moi, ça me rassurait dans le sens que cette prise de décision... Vous voulez qu'on refasse un mal levé pour que vous voyez qui est propriétaire ou pas. On tourne autour du pot. Soit on se comprend pas, on parle la même langue, soit j'ai une réponse qui est pas claire. Ce que je vous dis, c'est qu'on habite tous à Épernon et que y a une majorité de propriétaires. Est-ce que, je sais pas, vous voulez qu'on vous envoie nos relevés de taxes foncières? Je suis désolé, je comprends vraiment pas. Bonsoir à tous. Je vais me permettre de vous répondre et je pense que je peux parler en porte-parole de l'ensemble des élus. Si même parmi les élus, il y en a qui ne sont pas propriétaires, je peux vous dire qu'il y en a qui sont doublement propriétaires. Et j'en fais partie. Donc ça veut dire que je contribue doublement pour cette taxe foncière. Et je vous rassure, vous n'êtes pas seul à contribuer à cette taxe foncière. Et après, c'est encore une fois, quel est le coût aujourd'hui de se dire, on met sous préfecture, sous tutelle, notre ville, ou est-ce qu'on est tous d'accord pour participer ensemble et pour réussir à avancer et sortir de l'état financier qui est aujourd'hui très critique. Voilà, j'ai rien à rajouter. Je vous laisse avec monsieur le maire. Alors, je vais avoir un petit mot de conclusion parce qu'on arrive au terme de cette présentation. Donc les chiffres que nous avons exposés ce soir sont bruts, ils sont froids et je le sais qu'ils sont parfois difficiles à entendre, mais ils ont un mérite, ils sont vrais. Depuis notre élection, nous sommes fixés une ligne de conduite dont nous ne dévierons jamais, c'est celle de la transparence totale. Vous avez maintenant sous les yeux la réalité de la situation financière de la commune, telle qu'elle a été méthodiquement construite depuis 2020. Loin des discours lissés et des tableaux tronqués auxquels on vous a malheureusement habitués. Soyons lucides sur les risques qui nous guettent, comme l'a dit à plusieurs reprises Benoît, comme vous l'avez très bien compris, c'est la mise sous tutelle par la préfecture de notre commune. Et à ce moment-là, on perd vraiment toute décision, que ce soit sur la fiscalité de la commune et bien d'autres choses. Alors, je sais que certains ce soir vont éprouver probablement un peu de colère, de l'incompréhension face à l'ampleur des mesures qu'il y a à prendre aujourd'hui. Je les entends, je pense qu'on est tous là à les entendre. Mais sachez que si les décisions que l'on prend sont parfois douloureuses, elles sont guidées par une seule volonté, c'est celle de sauver Épernon. Alors, quant à l'opposition aujourd'hui, qui était la majorité d'hier, je remercie M. Bonnet parce qu'il va clairement appuyer le paragraphe qui suit. Ils crieront au loup, ils crieront au mensonge, ils tenteront sans doute de réécrire l'histoire comme ça a été fait ce soir, pour faire oublier qu'ils sont responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ils vont vous dire ils ont oublié de vous dire aussi qu'ils avaient eux-mêmes préparé une augmentation d'impôts bien plus massive d'ailleurs que celle que nous faisons aujourd'hui. Mais la différence qu'il y a avec cette hausse entre eux et la nôtre, en plus du barème, c'est que eux, ils vous la cachaient et vous aurez été simplement mis devant le fait accompli. Ils n'auraient jamais discuté, ça aurait été fait dans un bureau comme ça a toujours été fait depuis malheureusement de trop nombreuses années. Et une fois encore, l'histoire ne s'efface pas en vidant les armoires ou en emportant les dossiers. La responsable... Alors, au-delà des constats, il nous appartient quand même désormais de regarder vers l'avenir, avec détermination, avec confiance. Il y a des actions concrètes qui ont déjà été faites. Je vous avais dit que je contacterais le PFLI dès les premiers jours, c'est ce que j'ai fait. Nous avons pu parler du dossier, un dossier qui malheureusement n'est pas complet. Et ce dossier incomplet, c'est du retard encore pour l'ouverture de la rue Drouet, donc on est dessus pour que ce soit ouvert le plus rapidement possible.
Nous veillerons également à maintenir et à valoriser notre patrimoine. Vous connaissez mon amour pour le patrimoine, donc vous pouvez compter là-dessus. Et à l'image de la maison à Pans de Bois, qui mérite vraiment toute notre attention, il y a une vidéo qui sera diffusée dans les jours à venir pour vous montrer également l'état de la maison à Pans de Bois. Nous avons aussi l'ambition de construire ensemble de beaux projets accessibles et fédérateurs. Notamment, l'un des premiers qui va arriver, c'est la fête de la musique. Ça sera fait avec vous. Il y aura une réunion publique, je ne sais plus quand, le 29 avril, où on pourra construire à nouveau ensemble la fête de la musique pour qu'elle vienne vraiment dans nos rues. Il y aura également le projet pour les ruelles que l'on va construire ensemble. Et puis, bien d'autres choses, le conseil municipal des jeunes, et puis l'envie de redonner de la vie à notre ville et à notre démocratie locale. Alors, certaines de ces actions nécessiteront bien évidemment un financement. Mais pour d'autres, elles vont simplement reposer sur deux choses, la volonté collective et notre engagement. Alors je tiens à vous remercier en fait encore sincèrement d'être là ce soir. Ça montre à quel point c'était important que ces réunions se fassent à Épernon, qu'il y ait un échange entre les habitants et les élus. Donc on vous remercie d'être là pour la qualité des échanges, pour l'écoute, pour vos questions. C'était vraiment important. C'est ensemble et seulement dans la vérité qu'on pourra sortir Épernon de l'impasse. Je vous remercie vraiment tous et toutes et je vous souhaite une bonne soirée.